Merci à vous d'être avec nous en cette fin de colloque pour discuter de la tâche d'enseignant et d'enseignante et plus particulièrement de la difficile tâche d'enseigner à des élèves qui vivent des difficultés et encore plus particulièrement dans un contexte où les ressources sont si difficiles à avoir. Donc, bienvenue. On ne prétend pas qu'on va avoir des solutions à tout, mais si on peut vous inspirer à vous donner des pistes, on sera vraiment heureuse, bien, surtout heureuse, là, parce qu'on est 3 filles qui présentent en avant. Est-ce qu'on a beaucoup de personnes enseignantes dans la salle? Pas tant. Est-ce qu'on a des personnes qui soutiennent les personnes enseignantes? Wow! Bien là, c'est parfait. Ça nous dit un peu à qui on s'adresse. Donc, on va pouvoir savoir qu'on veut vous partager des outils que vous allez pouvoir amener dans vos milieux et partager. Et les personnes enseignantes, à la fin, dans la discussion, bien, n'hésitez pas là, à nous reposer des questions. On veut que nos résultats soient bien concrets pour vous. Alors, comment on change de slide là-dedans? Ah, bouton vert. Il est gros. Alors, on a un symposium sur l'enseignement des élèves en situation de vulnérabilité, mais on a 3 présentations qu'on essaiera de faire rouler le mieux possible. En premier, Marie-France Nadeau va vous parler de la gestion des comportements en classe, sur quel levier miser pour agir, pour améliorer nos pratiques éducatives, sachant que vos pratiques éducatives, vous faites ces personnes enseignantes font toujours de leur mieux, mais y a-t-il des leviers qu'on peut utiliser pour s'améliorer? J'aurai la chance de vous présenter la trousse Tamarin. Mélanie a mis la table ce matin en vous disant comment on l'a conçue en collaboration avec des personnes qui travaillent au centre de services scolaires ici, au sommet. Puis moi, je vais vraiment vous la présenter avec ces outils, ce qu'il y a là-dedans. Et finalement, Danica va parler d'outils ou d'interventions qui peuvent contribuer à augmenter le sentiment d'auto-efficacité des personnes enseignantes qui, des fois, se sentent moins compétentes parce qu'on est débordé. La tâche est tellement vaste. Alors, on aura Danica qui va parler de ce sujet. Et donc, je me permets déjà de passer le micro et le piton vert à Marie-France. Marie-Josée m'a dit que c'était intimidant d'arriver en haut, c'est vrai. OK, alors, merci d'être là en ce beau jeudi après-midi ensoleillé. Donc, je suis Marie-France Nadeau, je suis professeure en enseignement préscolaire primaire ici à l'Université de Sherbrooke. Puis, l'étude ou les résultats que je vais vous présenter, c'est un projet qu'on a mené à travers le Québec avec des collègues de l'Université Laval, dont Nancy qui a quitté, elle me trouve un peu ennuyante. Lynn Massé, puis Claudia Verret, qui est à l'UQAM. Donc, on a cherché à comprendre qu'est-ce qui fait que les enseignants utilisent ou utilisent moins les pratiques pour gérer les comportements difficiles en classe ordinaire. Donc, vraiment, ici, l'objectif, c'est de tenter de comprendre comment on fait, outre nommer les pratiques, outre les expliquer, de quoi on doit parler avec les enseignants pour les amener peut-être à les modifier, ces pratiques-là, parce que parfois, ils les connaissent. J'ai travaillé en milieu scolaire, j'ai été psychologue en milieu scolaire pendant plusieurs années. J'étais confrontée parfois à la résistance aussi de certaines personnes à modifier leurs pratiques, puis je peux comprendre, là, même moi, au quotidien, parfois, c'est difficile d'accéder à Teams, d'accéder à... Donc, je peux comprendre que c'est un peu contraignant. Donc, ici, c'est vraiment la première portion de la communication. Puis ensuite, vous allez voir que les autres communications appuient sur ces leviers-là, finalement, pour changer ou modifier les pratiques en classe ordinaire. On a un cadre général. Donc, ici, c'était vraiment... Nancy est revenue. Salut, Nancy. Donc, en fait, on sait qu'auprès des élèves qui ont des difficultés comportementales, on sait qu'il existe des pratiques. On sait que dans la revue de littérature scientifique, il y en existe. On les connaît, mais on sait aussi qu'il y a encore beaucoup d'élèves qui ont des difficultés de comportement en classe ou qui se retrouvent exclus, qui se trouvent en classe spéciale. Donc, on s'interrogeait à savoir qu'est-ce qui fait que ça demeure, qu'est-ce qui fait que ça persiste.
Puis les enseignants, parallèlement à ça, puis encore hier ici à Sherbrooke, il y avait les enseignants qui faisaient de la pression pour dire qu'il y a de plus en plus d'élèves avec des difficultés comportementales en classe ordinaire. Ça compose pratiquement la moitié de leur classe où ils ont des difficultés de tout ordre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir l'adaptation psychosociale de façon générale? En fait, on sait aussi que les attitudes, donc plusieurs croient peut-être pas que leur place est dans la classe ordinaire. D'autres aussi ne se sentent démunis, ne se sentent pas capables de pouvoir les gérer. C'est ce qui fait aussi qu'ils vont à l'aide, qu'ils vont aller chercher une TES, qu'ils vont aller chercher le soutien du psychoéducateur s'il est présent à l'école. Donc, on s'est vraiment dit, on doit examiner les pratiques, ou d'abord, est-ce qu'ils sont bien utilisés, à la lumière de leurs croyances. Est-ce que les croyances que les enseignants entretiennent envers les élèves en difficulté de comportement vont influencer ce qu'ils vont mettre en place en classe? Donc, c'est vraiment l'objectif de cette recherche-là, pour après ça, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire en formation, autant initiale que continue, pour mieux les soutenir. Donc, il y avait 2 cadres théoriques là, qui nous interpellaient particulièrement dans le cadre de cette recherche-là. Je trouve ça vraiment difficile d'être au micro, puis de vous tourner puis de regarder en même temps. Donc, on s'inscrit dans le modèle RAI ou dans le modèle multiniveau dans les pratiques universelles, tout ce que l'enseignant peut faire en classe ordinaire en étant soutenu par les psychoéducateurs ou les intervenants de façon indirecte à l'élève. Donc, on est vraiment dans les pratiques universelles. Ben oui, merci de me rappeler que j'ai un écran en avant de moi. C'est beau le travail d'équipe. On s'aime, Marie et moi, c'est beaucoup d'amour depuis beaucoup longtemps. Donc, ici, quand on parle de gérer les élèves qui ont des difficultés comportementales, à quoi on fait référence? On parle à tout ce qui est établir, maintenir, restaurer le climat de classe. Donc, tout ce qui est la relation éducative, tout ce qui est règles, consignes, routines. Donc, effectivement, on s'inscrit un petit peu dans une approche comportementale parce que c'est les pratiques qui sont, par la littérature, réputées efficaces pour modifier les comportements des élèves. Donc, on s'est inscrit dans cette dynamique-là où on a généré un inventaire de pratiques avec les pratiques que vous voyez en petit, mais qu'on va voir plus tard, là. Donc, les pratiques plus proactives qui surviennent avant que le comportement apparaisse, qui sont en bleu au niveau de la relation, de la gestion des ressources, du matériel, du temps, consignes, règles, routines et de l'attention positive. Puis finalement, les pratiques qui sont plus réactives, qui visent à réduire le comportement qui nous dérange, le comportement problématique. Donc ici, les réactives réductives, là, ça dépend quel mot vous souhaitez adopter. On peut les scinder en 2. Il y a les conséquences dites éducatives. Donc, évidemment, on ne dit pas que c'est réputé efficace, mais certaines études, comme le coût de la réponse, les conséquences naturelles vont être des conséquences éducatives, mais il existe aussi les conséquences qui sont dites plus punitives, coercitives, qui sont à proscrire. Donc ici, évidemment, on n'est pas dans les pratiques réputées probantes, mais qui sont à proscrire et qu'on sait qu'ils existent. Donc, on a voulu voir aussi à quel point elles sont utilisées, puis quelles croyances les expliquent aussi ces pratiques-là. Ah, il y a un pointeur, c'est pas moi, mais c'est pas grave. Donc, le modèle qu'on utilise, les attitudes ou les croyances qu'on est allé vérifier, c'est les attitudes envers l'intégration des élèves qui ont des difficultés, à quel point je crois que les élèves doivent être en classe ordinaire, à quel point je me sens à l'aise avec les élèves qui ont des difficultés dans ma classe. Puis, ensuite, on a les normes subjectives qui sont davantage l'influence du milieu. Donc, l'influence de mon équipe école, le code de conduite dans mon école, l'influence de la direction, l'influence de mes collègues. Donc, les normes subjectives, c'est qu'est-ce que je sens comme pression autour de moi. Mais ça pourrait aussi être les lois du gouvernement, ce que je lis, les ressources qui sont à ma disposition. Puis ensuite, il y a l'aspect d'autonomie décisionnelle ou du sentiment d'auto-efficacité. Donc ça, c'est les 3 croyances qu'on a tenté d'aller examiner pour prédire finalement il y a beaucoup d'animation. L'intention d'agir. Donc, à quel point je vais être prête à adapter mon enseignement si on me présente un élève en difficulté de comportement. Donc, à quel point mes croyances vont influencer mon intention
d'apporter des changements. Puis, l'intention va prédire les pratiques que je vais utiliser. Donc, c'est un modèle, le modèle de la théorie du comportement planifié, qui est un modèle qui est beaucoup utilisé en santé pour amener les gens à changer leurs habitudes de vie. Par exemple, le tabagisme, arrêter de fumer, au niveau des patients qui ont du diabète, pour changer leur comportement en termes alimentaires, exemple. Donc, on a adopté cette théorie-là pour voir s'il tenait la route aussi en milieu scolaire. Donc, l'objectif, c'est d'identifier les pratiques qui sont utilisées, auto-rapportées par les enseignants pour gérer les comportements difficiles, puis ensuite déterminer l'influence des croyances. Donc, on a fait une enquête par questionnaire sur Internet où les invitations ont été pour la plupart amenées par les centres de services scolaires. On a réussi à obtenir 2276 enseignants qui ont répondu au questionnaire qui prenait à peu près 30 minutes à répondre. Donc, c'était quand même un questionnaire fastidieux, je dirais, parce qu'on avait beaucoup de variables. Puis, on a donc plus ou moins la moitié au primaire et au secondaire. Donc, on a quand même une bonne représentativité du Québec, une bonne représentativité aussi au niveau de l'âge. Puis, évidemment, au niveau du genre, on a davantage de femmes que d'hommes. Donc, ces variables-là, dans les résultats que je vais vous présenter, ont été contrôlées. Donc, on a voulu voir, au-delà du fait qu'on est homme, femme, âgé, peu âgé, expérimenté, est-ce que les croyances vraiment influencent le fait que j'ai recours ou non aux pratiques? Puis, comme j'ai juste 15 minutes, je ne peux pas vous présenter les différences entre le genre puis le reste. Ça fait partie d'un autre projet. Donc, ici, on a la distribution au niveau de l'éducation préscolaire, primaire puis secondaire par rapport aux années d'expérience. Donc, on avait encore une fois quand même une certaine distributivité, même si au primaire puis au préscolaire, on avait moins de gens avec de l'expérience qui ont répondu, là. Donc, ici, on a tout l'ensemble des questionnaires qu'on a utilisés. J'aime ça regarder là-bas. Je ne sais pas pourquoi je ne regarde pas devant moi. J'ai de la misère à changer mes pratiques. Donc, les variables, les qualités psychométriques se trouvent là. Au niveau de l'instrument de mesure est dans le livre que Marie-Josée, Anne-Marie puis Mélanie ont publié il y a quelques années sur les approches quantitatives et qualitatives, mais vous retrouvez l'ensemble des énoncés. Donc, si jamais dans votre pratique, vous souhaiteriez savoir à quoi réfèrent les pratiques qui soutiennent l'autorégulation, les pratiques en lien avec les règles consignes, les pratiques en lien avec la fonction du comportement qu'on a utilisé, tous les énoncés de l'inventaire sont disponibles dans ce livre-là. Puis sinon, vous pouvez m'écrire aussi là, le questionnaire, il est disponible. Donc, on l'a utilisé aussi dans Tamarin que Marie-Josée va présenter tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui influence? Parce que là, il y a Rosalie qui me dit le temps, mais je dois être pas mal avancée dans mon temps. Donc, ici, c'est les variables qu'on a contrôlées, qu'on voit qui influencent quand même les attitudes. Mais comme je ne m'attarderai pas à ces variables-là parce qu'on voulait voir de façon épurée, quand on contrôle l'ensemble des variables, qu'est-ce qui influence l'utilisation des pratiques. On voit que les moyennes sont quand même assez élevées. Donc, les attitudes affectives, jusqu'aux 3 dernières lignes, c'est des échelles Likert jusqu'à 6. Mais on voit que dans l'ensemble, les enseignants se rapportent plutôt, somme toute, positifs par rapport à l'ensemble des variables qu'on a mesurées. Évidemment, vous allez me dire que c'est auto-rapporté, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas trop de temps sur ces données-là, parce que pour nous, ce qu'on voulait voir, c'est le lien entre les variables. Donc, c'est ce qui nous intéressait. Donc, ici, en fait, si on regarde les stratégies, à quel point elles sont prédites par l'intention d'agir, c'est-à-dire que quand j'ai William dans ma classe qui présente des difficultés de comportement, à quel point je vais être prête à utiliser, par exemple, l'évaluation fonctionnelle ou tenter de comprendre la fonction de son comportement. À quel point je vais vouloir. Donc, on est vraiment dans l'intention. On n'est pas dans « je l'utilise », c'est « je veux bien le faire ». Ça, c'est l'intention. Donc, on voit que l'intention, c'est pas surprenant, c'est assez logique, va influencer le recours aux stratégies qui sont plus proactives. Puis vont influencer aussi quand même, dans une moindre mesure, l'utilisation des conséquences éducatives. Par contre, l'intention ne prédit pas. Donc, le fait que j'aille le goût d'inclure William ne prédit pas mon recours aux pratiques coercitives. À l'inverse, il n'est pas lié non plus négativement. C'est-à-dire que si j'ai
le goût de mettre en place des dispositifs pour favoriser l'inclusion de William dans ma classe, je ne vais pas avoir moins le goût d'utiliser des stratégies punitives non plus. On voit qu'il n'y a pas de lien du tout entre ces deux variables-là. Ensuite, qu'est-ce qui prédit l'intention d'agir? Bien, on voit ici que presque l'ensemble des variables sont liées de façon significative à l'intention d'agir. Donc, on voit particulièrement les attitudes cognitives. Puis, c'est assez logique parce que l'intention d'agir, ça ressemble beaucoup à « je veux »,« je crois que la place de William est dans ma classe »,« je crois que la classe ordinaire peut être en mesure de l'aider ». Puis après ça, je vais faire en sorte que William puisse s'adapter à l'environnement, je vais modifier mes règles, mes consignes. Donc, c'est assez lié, c'est plutôt cognitif, effectivement. Ce qui nous intéresse davantage, c'est qu'est-ce qui prédit l'utilisation des stratégies proactives parmi ces variables-là? Puis, comme dirait Nancy, c'est encore le sentiment d'auto-efficacité qui gagne. Alors, on voit le score de 0,43 qui est lié directement aux stratégies proactives. Donc, en fait, ce qu'on comprend ici, c'est que si je me sens capable d'intervenir auprès de William, je n'ai pas besoin d'avoir le goût de mettre en place des dispositifs. Je vais y aller direct, je vais mettre en place des pratiques. Donc, ici, il y a un lien direct. Puis, on voit aussi que le modèle explique les stratégies proactives, dans 40 des cas, ou 37,3 des cas, sont expliquées par ces variables-là, par ces leviers-là. La perception de l'exigence, c'est beaucoup en lien avec plus je pense que c'est difficile d'inclure William dans ma classe, bien ici, quand même, plus je vais utiliser des stratégies proactives pour 1,12 de façon significative. C'est quand même marginal, mais on voit que c'est quand même lié. On voit aussi que l'influence du milieu va m'influencer positivement à utiliser des pratiques proactives. Donc, oui, vous avez un rôle parce que parmi les énoncés, il y avait à quel point les professionnels non enseignants de mon école m'influencent dans mes pratiques. C'était une des variables, un des énoncés qui était le plus fort. Il y avait la direction d'école, puis il y avait le professionnel non enseignant. Là où on voit des différences, on voit que pour les conséquences éducatives, il y a une nouvelle variable qui est liée directement, c'est les attitudes affectives. Donc, on voit ici que les attitudes affectives, c'est, par exemple, je me sens irritée par la présence de William en classe. Donc, on va le recoder à la positive. Plus je me sens à l'aise d'inclure William dans ma classe, moins je vais utiliser des conséquences éducatives. Donc, ici, ça renforce encore qu'au-delà de mes croyances cognitives, de ce que je peux penser, est-ce que c'est sa place ou pas dans la classe, en fait, si je ne me sens pas tout à fait à l'aise, si je suis nerveuse, si je suis insécure par rapport à la place de William, si j'anticipe qu'est-ce qu'il va faire demain, William, bien, il y a des bonnes chances que j'ai plus recours à des conséquences éducatives. On voit aussi, encore une fois, que les croyances normatives vont aussi influencer le recours aux conséquences éducatives. Donc, on le voit des fois dans les codes scolaires, il y a comme une procédure ou avec des codes de couleur où on avance le nom en fonction d'1, 2, 3 avertissements. Bien, en fait, ce type de code-là va encourager, va même influencer, va même mettre de la pression sur l'enseignant pour utiliser les conséquences éducatives. Donc, on voit encore ça ici qui ressort, puis ça l'explique en fait seulement 14,6 des variables, même si c'est significatif. Là où on retrouve encore l'influence des attitudes affectives, c'est le recours aux pratiques coercitives. Puis, en fait, on a fait des analyses qualitatives aussi pour essayer de comprendre pourquoi ils utilisent les pratiques coercitives. Puis, il y a une grande partie qui est la partie « j'ai de la misère à m'auto-réguler moi-même ». Donc, c'est comme difficile pour moi d'expliquer comment je vais faire pour avoir des pratiques proactives. J'ai l'impression de tout faire, mais dans les faits, quand je vois une réaction qui est comme inacceptable en classe ou que je trouve injuste aux yeux des autres élèves, bien, c'est comme si j'arrive pas à me réguler. Donc, il y a un élément là-dessus qui ressortait qui était beaucoup en lien avec les attitudes affectives. Puis, on voit aussi que le sentiment d'auto-efficacité ici n'est pas du tout lié non plus aux pratiques coercitives. C'est-à-dire que j'aurais pu penser que si je ne me sens pas capable d'intervenir auprès de William, je vais donc utiliser des pratiques coercitives, mais ici, on ne le voit pas, ce lien-là. Il n'est pas ressorti dans nos variables. Donc, ça doit faire 15 minutes, mais je vais y aller rondement.
Donc, en fait, on voit quand même que le modèle est utile pour expliquer pourquoi les enseignants, pourquoi ou qu'est-ce qui fait que les enseignants utilisent certaines pratiques et moins d'autres. Là, ici, on n'est pas allé de façon très détaillée au niveau pour chaque pratique. Par exemple, l'autorégulation, le consigne, règles et routines. On est allé avec les scores globaux, mais on voyait quand même des disparités. Par exemple, au primaire, au premier cycle préscolaire, les enseignants utilisent davantage de stratégies d'autorégulation. Puis en 6e année, ils ont davantage recours aux pratiques coercitives ou punitives. Puis, comment on se l'expliquait, c'est que finalement, quand vous travaillez dans les milieux scolaires, mais plus que l'élève grandit, plus qu'on assume qu'il sait comment se comporter. Ou on dit, voyons, je n'ai pas besoin de les nommer, il sait comment faire, il sait ce qu'on attend de lui. Donc, on le voyait dans les pratiques utilisées aussi, en fait. C'est comme ça qu'on le voyait. Les pratiques d'autorégulation étaient beaucoup moins utilisées. On voit aussi que les attitudes cognitives et le sentiment d'auto-efficacité sont encore très forts pour prédire l'intention d'agir ou le fait que je veuille le faire, ce qui est assez logique, somme toute. Puis finalement, pour les conséquences me raconter, oui, c'est ça. Donc, j'ai pas mal dit tout au long. Je pense que ça se répète par rapport à ce que j'ai dit tout au long. Voilà. Je pense que ça fait le tour. C'est à ton tour. OK. Alors, merci, Marie, d'avoir bien expliqué tout ça. C'est, je pense, vraiment en lien avec... moi, je vais passer beaucoup moins de temps à vous expliquer ce qui explique les pratiques, mais vraiment un outil pour essayer de les modifier, ces pratiques-là, pour aider les enseignantes. J'ai vraiment l'habitude de dire enseignante, mais j'inclus tout aussi bien les enseignants. Dans notre échantillon, on n'avait que des femmes, donc je suis légitimée de les appeler les enseignantes qui ont utilisé la trousse, mais j'espère que ça s'applique également à tout le monde. Donc, je ne me suis pas présentée tantôt, puis quand Marie s'est présentée, je me suis dit, il faudrait peut-être que je dise que je suis Marie-Josée Letarte. Donc, moi, je suis là, mais j'ai travaillé de proche avec mes 3 collègues, Mélanie, que vous avez vue ce matin, Marie-France et Angélique, qu'on a vu dans un autre symposium. Et on a collaboré pour ça avec la commission scolaire, à ce moment-là, c'était la commission scolaire des sommets, représentée par Josée aujourd'hui. Donc, c'est un plaisir, là, de vous présenter ça. C'est moi qui le présente, mais c'est au nom de toutes nous autres. Donc, je vais vraiment la plus grande partie du temps pour vous présenter la trousse et son contenu. Puis, après, je vous dirai les résultats qu'on a obtenus lors de l'expérimentation, puis qu'on a fait un devis où est-ce qu'on a regardé le changement entre avant et après. Donc, ici, c'est pourquoi on a créé la trousse Tamarin. Bien, d'abord parce que selon le milieu éducatif, selon le ministère, l'école devrait être un milieu éducatif, inclusif. Là, l'école ordinaire, c'est là que les élèves devraient être bien. Mais il y a quand même 2/3 des enseignantes qui disent avoir besoin d'une formation supplémentaire pour soutenir les élèves à risque. Donc, tout le cumul de stress autour de la gestion des comportements à risque nous a amenés à travailler avec le milieu scolaire pour voir comment ils pouvaient dépister les stratégies, puis comment ils pourraient aider les enfants qui ont dépisté les difficultés et identifier des stratégies pour aider ces enfants-là. Donc, voici notre trousse Tamarin. On a conçu cette trousse-là. Il y avait 2 composantes principales au départ. Il y avait vraiment, en fait, même au début, c'était une seule composante qui était la grille de dépistage. Mais vite, les enseignantes nous ont dit, OK, mais on remplit cette grille de comportement, puis à la fin, vous me dites, ils présentent ces comportements-là? Vraiment? Je le sais, c'est moi qui ai complété la grille. Qu'est-ce que je fais avec lui? C'est ça que je voudrais savoir. Donc, on s'est dit, on pourrait peut-être faire des fiches d'intervention pour aider les enseignantes une fois qu'ils ont dépisté ou identifié les comportements d'élèves en difficulté. Est-ce qu'on est capable de leur donner brièvement des outils d'intervention? Mais Marie-France et moi, on a été formés ensemble et avec notre formation, on se disait, on ne peut pas juste lancer ça à tout le monde puis pas former les gens. Puis au début, on pouvait les former, les partenaires du Centre de service scolaire des sommets, parce que c'était nos partenaires, on travaillait avec eux. Mais après, si on veut que toutes les enseignantes y aient accès, bien, on a fait une formation en ligne pour pouvoir donner accès aux outils par la suite. Donc, c'est pour ça que finalement, il y a 3 composantes à notre trousse. Mais au départ, c'était surtout une grille de dépistage puis des fiches d'intervention. Alors, parlons d'abord de la grille de dépistage systématique. Elle contient 16 items, puis il faut en moyenne moins de 2 minutes par élève pour la compléter. Ensuite, l'enseignante elle a accès à 2 profils différents. Le premier profil,
Ah, bien, c'est ça, c'est des caractéristiques de la... Alors, ça, c'est le premier profil. C'est un profil pour chaque élève. Donc, chacun des élèves de sa classe, il y a un profil comme ça. Donc, les points d'exclamation ici identifient les élèves qui présentent des difficultés de comportement. Puis, les crochets, ils présentent les élèves qui auraient des comportements qui pourraient être moins visibles ou moins dérangeants, peut-être, plus intériorisés, comme par exemple l'agression relationnelle ou des comportements anxieux, et sur lesquels on ne doit pas négliger notre attention. Ensuite, quand elle clique sur « Consulter » la fiche de l'élève, pour chacun des élèves, elle peut avoir un profil qui ressemble à ceci. Elle a aussi, dans une autre section de la trousse, un profil de classe qui est généré automatiquement dans la trousse. Donc, elle peut voir ici les comportements qui se présentent le plus souvent dans sa classe et ça peut l'aider ensuite à prioriser les actions qu'elle va pouvoir poser. Je vous décris maintenant les fiches d'action préventive. Quand je vous dis, là, il y avait la grille de dépistage, ensuite, on a fait les fiches d'action préventive. Il y en a 16. Vous voyez, ça, c'est comme des extraits, des captures d'écran de la trousse que je vous montre là. Il y a 16 fiches d'action préventive pour les 16 comportements de la grille de dépistage. Chaque fiche, elle est construite vraiment sur le même gabarit qui ont été appliqués spécifiquement pour chacun des comportements. Donc, quand vous voyez les comportements, ça pourrait être... bien là, Marie, je regarde là, moi aussi, parce que c'est petit en temps, là-dessus. Puis même mes lunettes, c'est plus gros, là. Donc, l'élève est irritable, il est la cible de moquerie. Donc, on a fait une fiche pour chacun des comportements, mais avec les mêmes rubriques qui reviennent tout le temps, de sorte que c'est le même schéma, les mêmes valeurs d'intervention, mais adaptées à chacun des 16 comportements. Et vous voyez les rubriques qui sont dans la trousse, c'est que signifie le comportement. Donc, on amène l'enseignante, et ça, c'est une rubrique qui est particulièrement appréciée selon nos analyses qualitatives. Donc, que signifie le comportement? Quel sens je peux donner à ce comportement-là? Par exemple, mentir est un comportement qui peut avoir une signification de l'enfant, là, bien, il ment pour éviter des conséquences négatives associées à son comportement. Tu sais, j'ai cassé, c'est moi qui l'ai cassé, mais si je le dis, je vais aller en punition, je vais manquer ma récré, je ne vais pas le dire, donc je vais mentir. D'autres, ça va être pour sauver la face. Tu sais, je ne veux pas dire que je fais des erreurs ou que j'ai fait des gaffes. Et d'autres encore, ça peut être pour se trouver drôle, puis ils vont inventer des histoires. Alors, il y a différentes significations et nos interventions doivent être adaptées à cette signification du comportement. Donc, la première rubrique, c'est toujours de réfléchir au sens que peut avoir ce comportement-là dans le répertoire de comportement de l'enfant. Ensuite, ça paraît vraiment évident pour tous, je suis certaine pour tous vous autres, mais la relation élève-enseignant, qui est si importante, est souvent détériorée par les comportements difficiles de l'élève. Alors, on amène l'enseignante à réfléchir à des moyens très concrets pour rétablir cette relation-là, qui est la base, selon nous, de toutes les interventions qui peuvent être mises en place en classe. Donc, on donne des trucs, des fois aussi banals que ne pas oublier de parler à l'élève individuellement chaque jour. Bon, ça paraît bien banal, mais c'est parce que des fois, on l'a oublié parce que, bien, tu l'as dit tantôt, s'il m'irrite, William, là, m'a pas y parler, je vais l'éviter. C'est drôle parce que toi, tu connais pas William, mais tu parlais à William qui était juste là tout le long tantôt. Fait que notre petit tannant. Donc, bon, c'était un autre William qui était le tannant de Marie-France. Donc, la relation élève-enseignant, on a, puis par exemple, des fois, de normaliser le comportement, bien, on a mis des indications développementales sur chacun des comportements pour que l'enseignante soit capable de se dire, bien, c'est un comportement normal dans ces circonstances-là, ou bien, ça va au-delà du normal. Donc, je ne vais pas aller trop loin parce que j'ai juste 15 minutes, moi aussi. Ensuite, on a établir un climat de classe positif. Donc, est-ce qu'on pourrait mettre en place des éléments dans la routine ou dans les règles de classe qui pourraient venir aider, soutenir des comportements positifs qui viendraient contrecarrer les comportements qui sont dérangeants? Par exemple, ça, avec le profil de classe, si je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui mentent dans ma classe, bien, quel genre de règles je pourrais mettre en place? Et on a vraiment des exemples très, très concrets pour vraiment des règles de classe comment on peut les énoncer, là, sont formulées pour eux. Et finalement, on a des stratégies pour encourager les comportements appropriés de l'élève. Mais on a réfléchi pour l'enseignante. Un enfant qui ment, ce serait quoi l'opposé positif qu'on veut encourager en classe? Parce qu'ils savent qu'ils doivent encourager les bons comportements, les personnes enseignantes. Là, on leur apprend rien. Mais, tu sais, j'ai peut-être un enfant qui m'énerve ou qui m'irrite, c'est plus gentil, parce qu'il ment souvent. C'est un comportement qui vient me chercher. Est-ce que quand finalement il admet ses torts après 8 interventions, je vais être capable de le féliciter d'avoir admis ses torts?
pas nécessairement parce que c'est un comportement qui me dérange beaucoup. Donc là, on a attiré l'attention de l'enseignante sur plein de comportements opposés à mentir, comme admettre ses torts, dire la vérité sur un sujet. Donc, on a identifié, puis on a formulé des félicitations qui pouvaient être associées à ces comportements-là. Donc, vraiment des formulations toutes faites là, avec des phrases écrites, mais après ça, l'enseignante a pu les mettre dans ses mots. Donc, le but était d'avoir des exemples très concrets sur lesquels les enseignantes pouvaient miser là, sans trop avoir à réfléchir. Donc, la théorie se trouve dans la formation, mais dans les fiches d'action préventive, c'est des actions. C'est des exemples de fiches. Ici, c'est pour le comportement, justement, ment ou manipule les autres. C'est une fiche qui compte 8 pages. Vous voyez ici de quoi ça a l'air, les fiches. Je ne vais pas vous les lire, non. Elle a eu peur. Donc, c'est tout pour les fiches pour l'instant. C'est sûr, je pourrais vous en parler vraiment plus longtemps, mais vous me questionnerez là-dessus tantôt, ça va me faire plaisir. Ou vous irez voir la trousse au complet vous-même. Finalement, on a une auto-formation parce que pour utiliser la grille de dépistage, il faut avoir quelques petites notions sur c'est quoi du dépistage. Et pour appliquer les fiches d'action préventive, on a mis des explications un peu plus théoriques sur c'est quoi la base de nos choix de pratiques qu'on avait mis dans nos fiches. Et ça, c'est dans l'auto-formation. L'auto-formation compte 17 capsules vidéo d'environ 5 minutes. C'est ça que je me demandais si j'avais mis ces informations-là. Donc, on a 3 modules. Un module sur le dépistage, un module sur l'intervention, puis le premier module qui introduit la trousse. Donc, ça fait 17 capsules d'environ 5 minutes. Et ça aussi, dans le volet qualitatif de notre étude, les enseignantes nous ont dit ça s'écoute un peu n'importe quand. J'ai même le temps d'en écouter une pendant la récré, j'ai le temps d'en écouter une quand je fais mon souper. Les capsules sont très courtes. En fait, on les a même toutes faites 2 fois pour les raccourcir parce que le premier commentaire qu'on avait eu sont bien trop longues. Fait que comme ça durait des fois 17 minutes, nous, on parle beaucoup, tu sais. Fait que, là, on s'est fait dire qu'il faut vraiment les raccourcir. Donc, il n'y en a pas qui durent plus que 5 minutes. Pour un total de 93 minutes de formation. Et dans l'étude que je vous présente aujourd'hui, on a vérifié si l'utilisation de la trousse tamarin par les personnes enseignantes s'est associée à une amélioration de leur vécu auprès des élèves qui ont des difficultés de comportement. Plus précisément, on a évalué leur satisfaction par rapport à son utilité et à sa pertinence. Puis, on a vérifié, là, c'est un devis pré-poste, on n'a pas de groupe de comparaison, mais on a vérifié si l'amélioration au cours de la période d'utilisation de la trousse était associée à une amélioration sur le plan des pratiques pour gérer les difficultés de comportement. C'est le questionnaire dont Marie-France parlait tout à l'heure, qui est dans le livre. On a regardé aussi est-ce qu'il y a une évolution sur le plan des attitudes envers les élèves qui présentent des difficultés de comportement en classe ordinaire et leur sentiment de compétence ou leur sentiment d'auto-efficacité, puisque c'est la clé de tout. Nancy le dit souvent, semble-t-il, puisque tu le dis, Marie-France. Donc, voici un peu une ligne du temps, là, comment ça se passe, tout ça. C'est que nous, on a... dès le mois de septembre, on a fait beaucoup de publicité, puis on a recruté les personnes qui ont pu s'inscrire et ils ont fait le module 1 et 2 de formation. Ensuite, ils ont rempli la grille de dépistage. Tout ça, c'est en novembre. Après ça, ils pouvaient accéder à leur profil. Puis, une fois qu'ils avaient accédé à leur profil, c'est là que les fiches sortent. Donc, il y a comme un côté prescriptif, là, qu'ils ne pouvaient pas accéder aux fiches d'action préventive tant qu'ils n'avaient pas fait la grille de dépistage, puis fait la formation. Après, pendant l'année, ils pouvaient utiliser la trousse autant qu'ils voulaient. Puis, rendu vers le mois de mai-juin, on a fait le post-test. Il faut savoir que c'était en 19-20, puis qu'il y a eu la pandémie au mois de mars, et que, donc, on a refait notre post-test. Ils n'ont pas pu l'utiliser aussi bien là, à partir du mois de mars, mais on a fait notre post-test en pandémie. Notre échantillon est... Il faut payer sur la flèche, mais... 203 enseignantes qui ont complété la formation, toutes identifiées au genre féminin, je vous l'ai dit. Elles proviennent de 46 centres de services scolaires différents, répartis dans les 16 régions administratives du Québec. Et parmi elles, il y en a 180 qui ont fait le post-test. Donc, les couleurs là, des petites pastilles, c'est l'intensité, donc sur combien de services scolaires sont représentés dans chacune des régions. Là, c'est pas, en fait, ça vous montre dans quelle région on les a utilisés. Puis, quand c'est noir, c'est parce qu'ils ont été presque toutes les commissions scolaires l'ont utilisé. Donc, ici, on vous décrit nos 203 enseignantes qui se répartissent selon leur niveau scolaire.
et on constate que la majorité de l'échantillon est constitué d'enseignantes qui travaillent dans des écoles en milieu défavorisé. Pas besoin de tout lire ça ici, mais ça vous présente les outils de mesure qu'on a utilisés. Marie-France, elle a présenté tantôt l'inventaire des pratiques de gestion des comportements. En fait, elle a dit que vous y avez accès dans le livre, c'est toujours vrai. L'échelle de sentiment d'efficacité personnelle, c'est aussi le même questionnaire utilisé par Marie-France. Et les attitudes, même questionnaire, mêmes échelles qu'elle vous a présentées tantôt. OK, on a fait ça pré-post. Donc, voici maintenant les analyses et les résultats. Donc, pour savoir si la trousse a un lien avec l'utilisation, on a fait des tests T là, pour voir s'il y avait une différence significative entre le pré-test puis le post-test. Donc, en vert, vous allez toujours avoir le score au temps 1, puis en bleu, le score au temps 2. Donc, après, là, puis les petites étoiles au bout indiquent qu'il y a des effets significatifs. Fait que même si on voit que, par exemple, pour la gestion de classe, on voit que le bleu, il a de l'air plus long que le vert, mais ce n'est pas statistiquement significatif, donc on ne peut pas parler d'effets significatifs. Donc, les résultats, voyons voir ce que ça donne. Sur le plan de la satisfaction d'abord, les enseignantes se disent globalement satisfaites de la trousse Tamarin. Elles trouvent que les comportements de la grille de dépistage sont appropriés autant pour les garçons que pour les filles. Et ça, c'était une de notre sensibilité. C'est lié à notre équipe de recherche qu'on s'intéresse beaucoup aux garçons, aux filles qui ont des difficultés de comportement. Et les enseignantes trouvaient que c'était effectivement des comportements qui étaient appropriés pour tous les enfants. Trouvaient aussi que la quantité de matière présentée dans les capsules était adéquate et que les stratégies proposées dans les fiches étaient faciles à utiliser auprès des élèves. C'était notre but. Donc, on était bien contents. Ici, résultats sur la satisfaction, là, un petit peu plus précisément. Cette figure-là illustre que la majorité des enseignantes sont d'accord ou plutôt d'accord. C'est le bleu. D'accord, c'est bleu pâle. Puis très d'accord, c'est bleu foncé. Avec le fait que la trousse Tamarin atteint ses objectifs. Donc, qu'elle leur a permis de mieux répondre aux besoins des élèves qui ont des difficultés de comportement, d'adapter leur stratégie de gestion de classe et d'apprendre de nouvelles stratégies, que la trousse aide à la détection des difficultés de comportement, tant des filles que des garçons. Cette figure-ci me présente l'évolution des pratiques de gestion de classe des enseignantes entre le moment, là, entre le pré-test puis le post-test. Puis on constate que l'utilisation de toutes les stratégies ont augmenté, sauf celles sur les conséquences éducatives. Bien, j'en profite pour vous faire observer que c'était pas les conséquences éducatives, nous, on les avait pas mis dans la trousse parce qu'on se disait que c'était un peu plus compliqué. On est vraiment misé que sur le développement de pratiques positives dans la trousse, en se disant que les pratiques plus de conséquences, bien, ça demandait peut-être un accompagnement qui allait au-delà de ce qu'on pouvait offrir dans un monde virtuel. Donc, on vous a laissé aller sur le plan des conséquences éducatives pour les aider de votre côté. On n'a pas intégré ça dans notre trousse autoportante. Cette figure-ci présente l'évolution sur le sentiment de compétence. Toutes les dimensions du sentiment de compétence des enseignantes ont augmenté, mais surtout pour le sentiment de compétence à gérer des comportements difficiles. Bien, tant mieux, parce que c'était pour ça la trousse, mais on voit que ça l'a aidé sur d'autres dimensions du sentiment de compétence des enseignantes. Finalement, celle-ci présente l'évolution des attitudes concernant l'inclusion des élèves qui ont des difficultés en classe ordinaire. Hein, les attitudes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, que Marie-France nous disait que c'était important pour changer les pratiques. Puis vous remarquerez que les attitudes cognitives et affectives envers l'inclusion, les affectives, là, Marie-France en a parlé tout à l'heure en particulier, bien, il y a eu vraiment une évolution plus positive. Donc, ce n'était pas le cas des attitudes comportementales, mais voyez comment je l'ai encerclé parce qu'elles sont déjà très positives dès le début. Des fois, c'est un peu difficile d'améliorer quelque chose qui est déjà, hein, quand on a 98 %, c'est difficile d'atteindre le 100. Fait que c'est peut-être normal qu'on n'avait pas vu une grande évolution sur celle-là. Donc, les difficultés des élèves qui ont des conséquences importantes sur leur développement, mais aussi sur le vécu de la personne enseignante. Et la trousse Tamarin a proposé une auto-formation en ligne que les enseignantes peuvent faire quand elles le veulent. Et ça, c'est important pour nous de leur donner cette notion de ce côté autoportant parce que c'est tellement difficile de les dégager pour aller suivre la formation. Donc, le faire quand elles le veulent, puis plutôt que de
donner une grosse journée de formation où ils sortent de là la tête bourrée, bien, c'est des petites bouchées de 5 minutes à la fois, puis elles peuvent le réécouter autant qu'elles veulent. Donc, on a cette trousse-là, elle est vraiment accessible. Ils peuvent y revenir, ils peuvent réécouter les capsules de formation, relire les fiches autant qu'elles le veulent. Donc, les résultats préliminaires de notre étude montrent que les enseignantes sont hautement satisfaites et qu'elles rapportent une amélioration de leur vécu auprès des élèves en difficulté. Donc, c'est un outil prometteur, mais bien sûr, il y aurait des études plus robustes qui pourraient montrer un effet à ce niveau-là. Merci. Ici, j'ai mis les noms des personnes qui ont été impliquées, mais je ne suis même pas sûre que c'est exhaustif. Il y a vraiment beaucoup de monde qui ont été impliqués. Et peut-être que dans vos services scolaires, il y a peut-être même des enseignantes qui ont utilisé la trousse. Alors, j'aurais pu ajouter 203 noms de personnes qui ont utilisé la trousse pour cette étude-là. Donc, si vous avez des questions sur la méthode, je suis prête à y répondre, mais il faut que ça soit un peu tornade pour qu'on puisse donner la parole à Danica. Donc, moi, je viens vous présenter, en fait, une présentation qui s'intitule « Favoriser le sentiment d'auto-efficacité des personnes enseignantes qui travaillent auprès des élèves anxieux, c'est possible ». Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les résultats d'une étude qui a été menée là, par un étudiant qui est maintenant gradué, Jonathan Baudouin, qui était supervisé par Angélique Laurent et Marie-Josée Letap, qui s'est intéressé au lien entre le sentiment d'auto-efficacité des personnes enseignantes et le nombre d'élèves qui ont des symptômes anxieux qui sont dans leur classe. Donc, je vais vous présenter ces résultats-là rapidement pour, encore une fois, tomber dans OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec nos élèves anxieux en tant que personnes enseignantes? Donc, des stratégies, des propositions qui sont tirées de la formation qui a été développée par le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale, qui est offert aux écoles qui implantent le programme Orpis. Il y a une formation qui est vraiment destinée là, aux personnes enseignantes sur qu'est-ce que je peux faire, moi, pour favoriser l'adaptation de ces élèves-là qui ont une tendance anxieuse dans ma classe. Donc, format assez classique là, de présentation, donc je passe rapidement là-dessus. Donc, au niveau de l'introduction, bien, on en a parlé là, dans différents symposiums depuis hier. Les troubles anxieux, c'est fréquent. C'est parmi les psychopathologies qui sont les plus fréquemment observées à l'enfance, à l'adolescence, avec des taux de prévalence qui varient énormément d'une étude à l'autre en fonction de comment c'est évalué, auprès de quelle population, tout ça. Donc, il n'y a pas nécessairement de consensus, mais ça peut aller là, dans certaines études de prévalence jusqu'à 33 %, ce qui est une prévalence assez importante. Et ils souffrent en silence, on a de la difficulté à les détecter, donc on a plusieurs élèves anxieux qui ne reçoivent pas en milieu scolaire les services dont ils ont besoin. Et on sait que les conséquences à court et à plus long terme peuvent être importantes, donc c'est important d'arriver à bien les dépister. Donc, entre autres, par la grille là, de dépistage de la trousse tamarin, mais aussi savoir après ça, bien, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma classe pour favoriser leur développement puis leur adaptation à ces enfants-là. Donc, au niveau des conséquences qui sont observées, bien, on voit une faible estime de soi, des difficultés au niveau des relations sociales, des enfants qui ont parfois de la difficulté à s'intégrer socialement avec les autres, et éventuellement des symptômes dépressifs, idées suicidaires, troubles alimentaires. Mais on voit aussi que ça affecte l'élève sur le plan de ses capacités d'apprentissage, sur son jugement, sur sa mémoire, et donc sur ses facultés ou son sentiment de compétence là, à apprendre en classe. Donc, un enfant qui présente des symptômes anxieux importants, bien, ce sont des élèves qui sont moins disposés aux apprentissages, d'où l'importance pour les personnes enseignantes de trouver des stratégies de bien, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour le soutenir, cet enfant-là. Donc, en contexte scolaire, bien, il est certain que les personnes enseignantes peuvent jouer un rôle hyper important dans la prévention des troubles anxieux, puis on ne veut pas que cette responsabilité-là soit portée exclusivement par les personnes enseignantes, là, on en convient, mais ce sont des adultes significatifs avec qui les enfants passent beaucoup de temps, donc il y a certainement un aspect de la prévention qui peut se passer là, dans la relation élève-enseignant. Mais aussi dans la reconnaissance de leurs manifestations. Je vous disais, c'est souvent des enfants qui vont passer entre la peinture et le mur qu'on ne voit pas. Donc, d'outiller les personnes enseignantes pour être capables de reconnaître ces manifestations-là, puis tendre la main vers ces enfants-là pour leur offrir les services dont ils ont besoin, c'est quelque chose d'important à développer chez eux.
Par contre, ce que les personnes enseignantes nous disent, puis c'est pas je l'ai entendu même là, à travers les échanges qu'on a eus là, dans les derniers jours, lors des périodes d'échange des symposiums, les personnes enseignantes se sentent souvent démunies par rapport aux enfants qui présentent, oui, des difficultés de comportement extériorisées, mais aussi des problèmes plus intériorisés. Donc, elles sont plusieurs à nous dire, bien, c'est bien beau, oui, ça fait partie un peu de notre responsabilité dans nos classes, mais on n'a pas été formés pour intervenir auprès de ces enfants-là. Donc, comme psychoéducateur, comme psychoéducatrice, on a peut-être un bagage de formation supplémentaire là, par rapport à la gestion des comportements difficiles, mais les personnes enseignantes n'ont pas ça. Donc oui, on a parlé beaucoup du rôle de socialisation des milieux scolaires et tout ça, mais il y aurait peut-être un petit bout de chemin à faire là, dans la formation des personnes enseignantes à ce niveau-là, parce qu'elles sont nombreuses à dire « j'ai pas été suffisamment formée pour intervenir auprès des enfants anxieux ». Et bien, tout ça, ça peut nuire éventuellement à leur sentiment d'auto-efficacité en classe. Et on a vu à quel point c'était un aspect déterminant là, sur la probabilité que l'enseignant adopte des pratiques positives avec ces élèves-là. Donc, quand elles sont appelées à intervenir auprès d'élèves anxieux, elles sont nombreuses à rapporter un sentiment d'auto-efficacité qui est plus faible. Donc, l'objectif de l'étude qui avait été menée par Jonathan Baudouin, c'était d'examiner, en fait, l'association entre le sentiment d'auto-efficacité des personnes enseignantes et l'intensité des symptômes anxieux des élèves de leur classe. Donc, au niveau de la... Ça va-tu tomber, comme, à un moment donné? C'est comme... c'est pas safe. Donc, au niveau de la méthodologie, donc, 240 enseignantes... tous des femmes qui ont été sondées au préscolaire et au primaire, qui étaient réparties dans 52 centres de services scolaires à travers le Québec. Et il y a 2 mesures qui ont été utilisées que vous allez reconnaître par rapport aux présentations qui ont été faites initialement. Donc, la grille de dépistage de la trousse tamarin qui a été utilisée. Il y a un seul item de la grille de dépistage qui a été utilisé pour évaluer le nombre d'élèves anxieux qui étaient présents dans les classes. Et c'était l'élève semble anxieux ou insécure. Donc, la personne enseignante devait indiquer sur une échelle Likert là, en 4 points si cet élève-là était jamais ou rarement jusqu'à excessivement insécure ou anxieux. Et l'échelle d'auto-efficacité qui permet de mesurer 5 aspects du sentiment d'auto-efficacité. Donc, la gestion des ressources, donc la capacité de l'enseignant à gérer le temps, les ressources pour optimiser le temps d'apprentissage en classe, la capacité de l'enseignant à formuler des attentes claires à l'égard des élèves, la capacité de maintenir l'engagement, l'attention des élèves en classe, la capacité de l'enseignant à développer des relations sociales qui sont positives avec les élèves et finalement leur sentiment de compétence par rapport à leur propre capacité à gérer les comportements difficiles en classe. Donc, au niveau des résultats, statistiques descriptives, là, ce qu'on remarque évidemment, c'est qu'il y a surtout des élèves qui ne sont jamais ou rarement anxieux qui sont rapportés dans les classes, ce qui est quand même une bonne nouvelle, là. Puis, ça diminue parfois, souvent, excessivement. Donc, voilà, ça, c'est assez classique. On ne s'attend pas à ce que la majorité de nos élèves en classe vivent de l'insécurité puis de l'anxiété. Donc, ça, c'est assez classique. Au niveau du sentiment d'auto-efficacité, on remarque que le niveau d'auto-efficacité rapporté par les personnes enseignantes est assez élevé quand même, donc particulièrement sur le plan de leur capacité à établir des attentes qui sont claires. Mais sinon, grosso modo, ça se ressemble d'une sous-échelle à l'autre. Mais je passe rapidement parce que l'objectif derrière, c'était surtout de mettre ces 2 éléments-là en relation puis voir qu'est-ce qui sort. Donc, il y a des analyses de corrélation qui ont été menées pour examiner la corrélation entre le nombre d'élèves anxieux par catégorie dans la classe et le niveau de sentiment d'auto-efficacité des personnes enseignantes. Donc, si on regarde la première ligne, ce qu'on se rend compte, c'est que le fait d'avoir des élèves dans ma classe qui sont rarement ou jamais anxieux, ça n'affecte pas mon sentiment d'auto-efficacité, assez attendu comme résultat. Si j'attire votre attention sur la 2e ligne, ce qu'on remarque, c'est que le fait d'avoir des élèves anxieux dans ma classe qui sont parfois anxieux, donc pas nos élèves les plus problématiques, qui sont les plus insécures, les plus anxieux, mais ceux qui parfois ont certains symptômes d'anxiété, ça vient affecter négativement 4 des 5 échelles sur le plan du sentiment d'auto-efficacité des personnes enseignantes. Donc, au niveau de la gestion des ressources, de leur capacité à faire des attentes qui sont claires, maintenir l'engagement et développer des relations sociales positives avec les élèves. Ça n'a pas d'effet sur la gestion des comportements difficiles, mais souvent, la gestion des comportements difficiles va être plutôt liée à la gestion des comportements plus extériorisés. Donc, c'est assez cohérent avec ce qu'on a observé dans la littérature précédemment. Ce qui peut être
paraître étonnant, c'est que le fait d'avoir des élèves qui sont souvent ou excessivement souvent anxieux dans nos classes ne semble pas affecter le sentiment d'auto-efficacité de nos personnes enseignantes. Et on y reviendra tantôt, mais ça pourrait être en partie expliqué par le fait que c'est les élèves qui reçoivent probablement des services pour leurs difficultés d'anxiété, alors que tous les autres, là, ceux qui sont un petit peu anxieux, mais ce n'est pas nécessairement ceux qu'on va référer là, vers nos services en milieu scolaire. Ce qui m'amène à la conclusion, mais surtout les recommandations sur qu'est-ce qu'on peut faire, donc, comme personne enseignante dans nos classes pour favoriser l'adaptation de ces enfants-là. Donc, en conclusion, bien, ça montre que le sentiment d'auto-efficacité des personnes enseignantes est affecté surtout par la présence d'élèves qui sont anxieux parfois, donc nos jeunes qu'on ne cible pas nécessairement d'emblée. Et ce n'est pas affecté par la présence d'élèves qui sont jamais ou souvent excessivement anxieux dans la classe. Et ça ne semble pas lié là, à la gestion des comportements difficiles, comme je disais. Donc, ces résultats-là soulignent l'importance de créer des opportunités de formation pour nos personnes enseignantes sur comment je peux composer avec des élèves anxieux dans ma classe pour développer leurs connaissances sur l'anxiété et être plus en mesure d'identifier les différentes manifestations également et d'améliorer leur sentiment d'auto-efficacité. Tout ça, ça m'amène à vous parler de 5 grandes recommandations qu'on peut proposer aux personnes enseignantes pour favoriser l'adaptation de ces élèves-là dans nos classes. Donc, la première, agir à titre de modèle. Et ça, souvent, les personnes enseignantes prennent ça comme, bien, il faut que je sois un modèle un peu parfait pour mes élèves, que je gère bien mes émotions, je gère bien mes situations de stress. Au contraire, d'être des modèles parfois imparfaits pour les élèves anxieux, c'est extraordinaire parce qu'ils apprennent que c'est pas juste pour moi que c'est difficile parfois, puis de voir un adulte significatif pour eux, vivre parfois de l'anxiété, les voir vivre du stress et mettre en place des stratégies pour gérer ce stress-là, bien, ça devient très porteur pour ces enfants-là qui peuvent éventuellement s'en inspirer. Donc, ne pas hésiter à parler de nos émotions. On s'entend qu'il faut garder une certaine distance, là. Et utiliser des stratégies efficaces pour gérer nos propres émotions devant nos élèves, ça peut être une stratégie pertinente. Le fait de verbaliser, d'affronter les situations plus anxiogènes, de dire à l'élève « Hey, moi, demain, j'ai une présentation là, que je trouve un peu stressante, puis voici ce que j'ai fait pour gérer mon anxiété. » Parfait, merci. Je t'ai pas ignoré, hein, moi? C'est chiant hein, de caler ça de même, là. Donc, de le verbaliser à l'élève puis de dire, bien, voici comment j'ai réussi à surmonter ça, voici comment j'ai réussi à passer à travers cette situation-là qui m'a vraiment rendue anxieuse et stressée. Accepter de faire des erreurs, le nommer « Hey, tu vois, je me suis trompée, donc c'est correct, c'est normal, puis je vais apprendre de ça. » Parfois, comme personne enseignante, on peut avoir tendance à ne pas vouloir montrer ces vulnérabilités-là, alors que c'est rassurant pour l'élève anxieux de voir que je ne suis pas le seul à parfois me tromper. Voilà. Deuxième stratégie, créer des environnements qui sont sécurisants, qui sont positifs, qui sont accueillants dans nos classes. Donc, les élèves anxieux peuvent parfois avoir besoin d'un espace où ils peuvent se retrouver quand ils sentent qu'ils sont trop envahis par leurs pensées, tout ça. Donc, de créer un espace dans la classe où les élèves vont pouvoir profiter d'un environnement qui est calme, qui est apaisant. Essayer d'orienter les apprentissages vers la tâche plutôt que le résultat. Donc, parfois, pour l'élève anxieux, de penser seulement au résultat qui est attendu de moi, c'est tellement un pas important à faire que de décortiquer les apprentissages en petites étapes, ça peut être très stratégique pour eux pour ne pas voir la marche comme étant trop haute. Et créer un environnement où les erreurs sont considérées comme une occasion d'apprentissage. J'entendais souvent une enseignante de mon fils dire bien, si tu ne te trompes pas, tu n'apprends pas. Donc, c'est que tu le savais déjà. Donc, si tu te trompes une fois, bien, je vais te l'expliquer, puis après ça, tu vas pouvoir faire un apprentissage, faire un pas vers l'avant. Donc, de vraiment valoriser même cette idée-là de faire des erreurs, de se tromper, d'essayer, de ne pas avoir la bonne réponse, puis de continuer. Mettre en place des routines qui sont claires, qui sont prévisibles, qui est assez un classique. Et encourager, laisser de l'espace dans la classe pour parler de nos émotions. Donc, ça fait plusieurs échanges que j'ai avec des personnes durant le colloque qui me disent, bien oui, on a beaucoup d'espace dans les classes pour apprendre les mathématiques, apprendre le français, pas beaucoup d'espace pour parler de nos émotions. Puis, c'est un apprentissage tellement précieux, tellement important pour l'avenir. Donc, de laisser un peu plus de place dans nos classes pour ça.
Troisième stratégie, cultiver une attitude positive et bienveillante, donc avoir une attitude optimiste, positive à l'égard des élèves. Miser sur le développement d'une relation de confiance. Marie-Josée l'a souligné tantôt, là, juste le fait de saluer les élèves de manière personnalisée le matin, ça prend un petit peu plus de temps, oui, dans un horaire qui est déjà bien serré où on n'a pas beaucoup de temps, mais ça peut faire toute la différence. Essayer d'identifier, souligner les forces de chacun des élèves. Donc, moi, j'ai vu des initiatives là, super dans différents milieux. Donc, sur la porte de la classe, le nom de chaque élève est indiqué avec sa principale qualité. Il faut juste faire attention aux qualités qu'on va reconnaître à ces élèves-là parce que parfois, il peut y avoir des petits glitches là, dans les qualités qui sont soulignées pour chacun des élèves. J'avais vu, par exemple, une fois où la majorité des élèves avaient vraiment des qualités super, puis il y en avait un qui s'était fait de gros efforts. On peut essayer de trouver quelque chose d'un peu plus positif à nommer. Donc, il faut faire un peu attention. Avoir la conviction aussi que chaque élève peut réussir. Donc oui, des fois, on peut être irrité par certains comportements de nos élèves. Marie-Josée en a parlé aussi, quand on est un peu irrité par certains comportements. Essayez de voir au-delà de ça, aller un peu plus loin, puis voir c'est quoi les forces de cet élève-là, puis qu'est-ce que je peux utiliser comme levier là, par rapport à ça. Puis réaliser des activités qui procurent des émotions positives. Ensuite, accompagner nos élèves dans l'utilisation de stratégies de gestion de stress. Donc, de les intégrer au quotidien. Là, souvent, les personnes enseignantes disent hey, « j'ai pas le temps de faire ça, c'est vraiment trop long ». Mais ce qu'on oublie, c'est que ça prend 2 à 5 minutes par jour pour intégrer des stratégies de gestion de stress dans nos classes et il y en a une panoplie. Donc, un petit exercice de yoga, de respiration, l'exercice physique, ça n'a vraiment pas besoin d'être long. Donc, de prendre un petit peu de temps chaque jour pour amener les élèves à apprivoiser ces techniques-là puis d'apprendre à les utiliser par eux-mêmes. S'il n'y a jamais personne qui leur enseigne puis qui le fait avec eux, oui, il y a un aspect des parents là, très important à ce niveau-là, mais les personnes enseignantes peuvent aussi jouer un rôle important là-dedans. Il faut juste faire attention avec cette recommandation-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune stratégie de gestion de stress qui fonctionne pour tout le monde. Moi, des fois, j'entends une de mes proches collègues qui dit souvent qu'elle a la pleine conscience pour elle, c'est vraiment révélateur. Moi, ça ne marche pas pantoute. Donc, c'est correct. Donc, il suffit de proposer différentes alternatives aux élèves pour qu'ils puissent trouver la leur, celle qui leur fait du bien. Puis l'autre chose qu'on oublie aussi, c'est qu'il faut les pratiquer dans des contextes où on n'est pas stressé, où on n'est pas anxieux, pour les apprivoiser, apprendre à les maîtriser, pour que quand je vis une situation stressante, je puisse aller piger dans mon sac à dos pour dire hey, « cette stratégie-là, je la maîtrise, je vais être capable de l'utiliser dans un contexte où je ne suis pas anxieux ». J'entends souvent des parents ou des enseignants dire à leur enfant « Bien, respire, tu as de l'air stressé, respire ». Si on ne lui a jamais appris à respirer, c'est pas quand il y a l'anxiété ici là, qui est envahie par les émotions, par ses pensées, qu'il va être capable d'utiliser cette stratégie-là pour s'apaiser. Donc ça, c'est vraiment un élément hyper important. Et finalement, être à l'écoute. Donc, parfois, avec nos élèves plus anxieux, moi, j'ai un fils de 10 ans maintenant qui a une petite tendance anxieuse, puis des fois, là, il rumine sur des affaires. Je trouve ça, à la limite, un peu niaiseux. Mais il faut éviter de banaliser. Pour lui, là, cette crainte-là, cette préoccupation-là, elle est réelle. Il faut l'accueillir, puis d'essayer de le faire amener, de l'amener un petit peu plus loin, passer par-dessus ça, mais de ne pas dire juste « Ah, ben non, tu n'as pas à t'en faire avec ça ». Pour lui, cette préoccupation-là, elle est bien présente. Normaliser ce que l'élève vit, l'aider à mettre des mots sur ses émotions. Donc ça, c'est des stratégies aussi assez classiques, là. Poser des questions, être à l'écoute de l'enfant, puis comme parent ou comme personne enseignante, des fois, là, on veut trouver la stratégie ou la solution à tout prix. Puis des fois, c'est même pas de ça que l'élève a besoin, c'est juste de sentir « OK, on m'a entendu, j'ai été accueilli dans cette émotion-là », puis il va finir par trouver sa solution lui-même. Donc, de ne pas constamment se mettre cette pression-là, de dire « Il faut que je trouve la solution pour sa difficulté ». Puis, dernier point important, éviter de rassurer l'élève de façon excessive. Nos élèves anxieux en classe, c'est des élèves qui sont parfois très accaparants, qui vont demander plusieurs fois dans la journée qu'est-ce qui s'en vient après, donc qui vont poser beaucoup de questions pour être rassurés. Quand on répond systématiquement à ce besoin de réassurance-là, on est en train d'alimenter l'anxiété de l'élève parce que les élèves anxieux ont souvent une forte
intolérance à l'incertitude, de ne pas savoir ce qui s'en vient, là, je suis pas bien, il faut les amener à tolérer ça. Donc, d'amener les personnes enseignantes à prévoir des moments clés dans la journée où les élèves vont pouvoir venir le voir pour poser les questions, mais de ne pas constamment rassurer puis répondre systématiquement aux demandes de réassurance de l'enfant tout au long de la journée parce que on veut bien faire, on veut rassurer, mais ce qu'on est en train de faire, c'est un peu alimenter cette intolérance-là à l'incertitude. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a quelques petites questions très courtes, parce que sinon, après, on va passer à la discussion plus générale.